Bonjour, je m'appelle Charlie Damour. Je suis professeur certifié, actuellement mis à disposition du département d'études hispaniques de l'Université de La Réunion. Et je travaille sur le thème de la mort, de la transgression et des rapports entre la nature et l'humain dans la littérature hispano-américaine et les arts hispano-américains. Très bien. Alors, je suis particulièrement contente de faire cet entretien aujourd'hui avec Charlie. Mes étudiants, les gens que j'ai préparés au concours, etc., tout de suite, ça entre dans une catégorie privilégiée. Donc, je suis ravie de discuter avec vous de votre thèse aujourd'hui, d'autant que vous avez travaillé, vous allez nous le dire tout de suite avec le titre de votre thèse, sur notre auteur fétiche. Je crois qu'on peut utiliser le possessif, notre auteur. Garcia Marquez. Donc, quel était le titre de votre thèse? En quelle année l'avez-vous soutenue? Dans quelle université et sous la direction de qui? Ma thèse s'intitule La mort et le désir d'immortalité dans l'œuvre de Gabriel García Márquez. Et je l'ai soutenu le 4 décembre 2013 à l'Université de La Réunion sous la direction du professeur Jean-Pierre Tardieu. Bien, alors avant qu'on en vienne à votre parcours, licence, master, etc., et éventuellement d'autres choses si vous avez fait des choses un peu plus intéressantes, originales en tout cas, parce que tout le monde fait la même chose, pourquoi l'espagnol et pourquoi prof? Alors, l'espagnol, ben, depuis mes premiers cours d'espagnol en quatrième, j'avais décidé un peu naïvement d'être professeur d'espagnol, tout simplement parce que j'avais de bonnes notes et d'emblée, ça m'avait beaucoup plu. Et ensuite, pendant mon parcours au lycée, ben, j'ai été accompagné par des personnes qui relevaient de l'hispanisme ou qui étaient d'origine hispanique. Donc c'était deux vraies vocations, quoi. Oui, depuis la quatrième, je voulais être prof d'espagnol et j'ai suivi le parcours en fait que m'avait tracé mon conseiller d'orientation une feuille de papier depuis le bac littéraire jusqu'au titre de professeur d'université et que j'ai gardé précieusement jusqu'à maintenant. Donc vous êtes du genre à avoir, pendant les vacances, installé vos frères, sœurs, cousines devant un tableau en disant répète, yo me llamo, tú te llamas, etc. Exactement, puisque j'ai ma sœur, bon, il y a 15 ans de différence avec ma sœur, et je lui avais appris dès qu'elle avait 4 ans, dès l'âge de 4 ans, je lui avais appris me llamo, tengo, et elle le récitait par cœur, et ils étaient marrants. Mais bon, après, elle a oublié, mais quand elle a repris, euh, voilà, Il y a elle des est, réminiscences. Hmm. elle était contente après. Bon. Mm. Alors, votre parcours, donc parcours classique d'hispaniste classique avec une licence, une maîtrise en DEA ou un master 1, master 2, ou puisque vous avez la vocation, donc vous deviez attendre de pouvoir faire enfin que de l'espagnol, De ou quand l'espagnol même, et ou alors, pardon, pour ne plus oh, faire de mathématiques. ah, donc alors racontez-nous un peu votre parcours universitaire. Alors en fait, dès le départ, je voulais surtout obtenir la licence, puisque à l'époque, on pouvait enseigner avec la licence, donc c'était mon premier objectif. Mais après, en fait, j'ai suivi un parcours, le parcours classique, hein. J'ai effectué 2 années de DUG à l'Université de La Réunion. Et ensuite, je suis parti en Espagne, à Valladolid, afin de préparer la maîtrise et la licence et la maîtrise en tant qu'étudiant Erasmus et Free Mover. Et à mon retour à La Réunion, j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise sur la realidad y ficción literaria en Huasipongo de Jorge Icaza. Mm. Ensuite, j'ai passé le CAPES externe d'espagnol. Et tout en travaillant au collège, j'ai suivi des cours de Master 2 et j'ai soutenu mon mémoire de master sur la construction cinématographique et la construction identitaire dans El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Bon. Et évidemment sous la direction du professeur Jean-Pierre Tardieu. Bon, alors,
dans tout cela, point de Garcia Marquez. Donc comment est-ce qu'un Du jour, tout. vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel et que vous dites, voilà, c'est ce sujet-là de thèse que je vais arrêter sur cet auteur. Pourquoi? Ben, en fait, j'avais, à travers ces deux études, mémoire de maîtrise et master, j'avais déjà abordé en fait la question de la mort, mais d'un point de vue non pas littéraire ou philosophique, mais d'un point de vue psychosocial et anthropologique. Hmm. Voilà. Et, et, Mar- Et, et Marquez, pourquoi et, ça? et Marquez, ben, euh, en fait, à Valladolid, j'avais découvert 100 ans de solitude parce que c'était au programme de littérature hispano-américaine. Ah, d'accord. Et dès la première lecture, je fus très impressionné en fait par les figures fantomatiques de Melquiades, Prudencio Aguilar, qui revenait de la mort comme pour hanter les vivants. Et, et ce que la critique en fait avait qualifié de réalisme magique ou de réel merveilleux me rappelait incontestablement les contes et les histoires de fantômes que me racontaient les vieilles personnes superstitieuses de mon entourage à La Réunion, Mhm. des histoires que j'écoutais avec beaucoup d'attention. Et comme le faisait en fait le petit Gabriel face au récit insolite de sa grand-mère, au point de ne pas endormir non plus la nuit Ah, et d'avoir peur le jour. Donc en fait, je me reconnaissais dans ce que racontait Gabriel Garcia Marquez. Et, euh, et je me souviens, dès ma première lecture, je me suis dit que c'est la Bible de la littérature hispano-américaine, mais sans savoir qu'en 1965, Carlos Fuentes avait exprimé le même point de vue mm. en soutenant que acababa de leer la Biblia latinoamericana. L'Amérique latine, ouais. Si. Et ensuite, ben, je suis encouragé par les propos de Jacques Gillard, qui avait affirmé que depuis le premier conte, depuis 1947, Gabriel Garcia Marquez n'a cessé de produire un immense discours sur la mort. Mm. Et quand je suis rentré à La Réunion en 2006, j'ai fait part à mon directeur de thèse de mon projet, mais d'emblée, en fait, il m'a averti que en fait que ça allait pas être facile ça n'allait pas être facile d'avoir enfin de faire une étude originale en fait sur sur un auteur aussi célèbre que Gabriel Garcia Marquez. Et donc d'emblée pendant 3 ans et demi je me suis mis à j'ai pris connaissance en fait des travaux sur le thème de la mort chez Gabriel Garcia Marquez. Et notamment, donc, j'ai pris connaissance des travaux de Elisabeth Ramos, de Caroline Lepage, Jacques José, bon, qui me semblaient tout à fait pertinents. Mais en fait, après, je suis parti de l'hypothèse que en fait, Gabriel Garcia Marquez avait une vision globale de la mort. Et je me suis demandé si ce qui en était réellement en fait de l'immortalité et plus précisément en fait de l'espérance d'immortalité euh, d'un point de vue chrétien, surtout euh, par rapport à l'influence du christianisme en Colombie. Et alors, du coup, déjà, c'est amusant parce que ça prouve que les jeunes lecteurs qui découvrent Garcia Marquez sont intéressés, impressionnés, déstabilisés par cette histoire de la représentation de la mort. Parce que moi, quand je l'ai lu, c'était en licence, je crois. Oui, j'avais eu un très très bon cours sur El Général sous laberinto, donc rien à voir, enfin rien à voir. Oui, mais pas directement avec des problématiques ontologiques, métaphysiques et compagnie, même spirituelles sur la question de la mort. Et j'avais fait l'équivalent du mémoire de M1, de la maîtrise, sur la représentation de la mort dans l'œuvre de Garcia Marquez. Donc,
c'est amusant on soit entré par le même biais. Et après, mon directeur de thèse m'a dit comme vous, Claude Fell, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire d'original sur Garcia Marquez? Oh là là, tout a été dit, etc. Et j'avais un peu forcé la porte. Donc effectivement, là, on a des destins tout à fait parallèles. Alors, Exact. pour votre histoire de la mort, donc expliquez-moi un peu ça. Je trouve ça très très intéressant sur cette idée. Donc, il y aurait une. Alors déjà, l'immortalité. Est-ce que Melquiades et comment s'appelle-t-il, et Prudencio Aguilar sont immortels? Première chose. Ben, en fait, il faut pas oublier que Melquiades, il meurt plusieurs fois, si je m'en souviens bien. Mhm. En tout Et, cas, et- on dit qu'il meurt. pardon? On le dit, en tout Oui, cas. on dit qu'il meurt, mais en réalité, il ne meurt pas. Et en fait, il ne meurt pas. Et, et c'est une façon aussi de dire qu'il y a que parler de la mort, en fait, c'est parler de la vie, parce que revenir de la mort, c'est être vivant, donc continuer à être vivant. Donc voilà, pour moi, bah, ils sont pas morts, quoi. Hein. Et, euh, et justement, euh, il m'a semblé que la question de l'immortalité pouvait concerner les personnages centraux de Gabriel Garcia Marquez, depuis ses premiers écrits jusqu'à la publication de son dernier roman en 2004, je crois. Et, euh, et en fait, dans ma thèse, j'ai cherché à démontrer que les personnages marquésiens, en fonction de leur milieu, de leur rôle dans la société et de leur culture, euh, envisagent l'après-mort comme un fourre-tout, en fait, dans lequel chacun espère réaliser ses désirs refoulés. Par exemple, vous avez un personnage qui fait ça? Oui, plusieurs, hein, plusieurs personnages. Par exemple, Maria dos Prazeres, après avoir vécu de son propre corps, imagine une après-mort loin des inondations, à l'ombre des cyprès, euh, dans, dans le bonheur, le climat et la lumière du cimetière de Montjuïc. Hmm. Il y a aussi l'exemple du sénateur de Ah oui. Onésime, oui. Muerte Constante más allá del amor, c'est ça. Ouais, c'est Et le Sanchez. vieil homme de... Pardon? Sanchez. Je cherchais, c'était le sénateur, quoi. Sanchez. Oui, Ouais. Sanchez. Et le vieil homme de Memoria de mis putas tristes, qui après une vie en fait entachée de turpitude et d'excès, finit par se racheter en quelque sorte et à faire reculer en fait les limites du temps ben, grâce à l'amour. Hmm. Et alors, est-ce que après avoir apprivoisé la question de la mort chez Garcia Marquez, vous avez été réconcilié avec les fantômes de la nuit et du jour? Parce qu'au départ, c'était ça. Vous m'avez dit, moi, j'avais peur. Je dirais que un peu, mais pas vraiment, pas Ah, vraiment. zut. Donc, pas vraiment parce qu'en fait, j'ai été élevé dans un milieu où il y avait beaucoup de superstitions. D'accord. Donc, je suis toujours superstitieux. Ah, bah, Garcia Tout, Marquez, comme vous le tout comme savez, Gabriel Garcia très Marquez. superstitieux. Et alors, vous avez dit aussi que ce qui vous intéressait, c'était de rapprocher cette écriture de la vie, de la mort vivante, de la vie morte, enfin, tout l'espèce de déplacement conceptuel chez Garcia Marquez, d'une pensée chrétienne. Alors, de quelle manière? Ben, en fait, je, en fait, il faut savoir que ces personnages en fait marquésiens, euh, ils n'ont aucune leur projection en fait ils voudraient en fait leur leur désir d'immortalité pardon n'a pas une finalité spirituelle.
Pour eux, en fait, la mort, c'est la continuité de la vie. Ils ne cherchent qu'à jouir de la vie. Mm. Et pour eux, il n'y a pas de rupture. Donc, il n'y a pas de dimension spirituelle. Il n'y a pas de dimension spirituelle. Et en même temps, il y a la question de l'écriture, parce que là, tous ces gens, c'est déclaratif, une espèce de truc un peu performatif. C'est pas qu'ils sont vivants après la mort, c'est qu'ils le disent. Par exemple, quand Melquiades revient à Macondo et qui dit bah, je suis mort dans l'intervalle, c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Il scénographise le fait qu'il est mort. En même temps, du coup, ça le rend encore plus héroïque auprès des Macondiens qu'il a, alors je dirais pas abusé, disons qu'on peut en débattre, mais à qui il a vendu du rêve depuis qu'il est arrivé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi, alors je dirais pas de spiritualité, mais en tout cas d'exaltation de l'humain à travers cette déclaration qu'on peut se déclarer en vie, se déclarer en mort, en fonction qu'en fait la vie et la mort, ce serait qu'une espèce de circonstance qui s'écrirait au gré de l'inspiration. Le lundi, je suis vivant, le mardi, je suis mort, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, l'envisager comme ça? Mais en fait, c'est une façon en fait de dire que ben, chacun forge sa propre immortalité, Hmm. tout simplement. Ouais, peut-être, peut-être. Alors du coup, j'en déduis, puisque vous avez parlé des contes vagabonds, que dans votre corpus, vous avez eu l'œuvre complète ou vous avez sélectionné des textes, l'œuvre de fiction, hein, je ne parle pas de l'œuvre de presse. Non, non, je me suis intéressé à ces œuvres depuis le premier conte, c'est-à-dire 1947 avec la Tercera Resignación, Hmm. jusqu'à son dernier roman, c'est-à-dire Memoria de mis putas tristes, D'accord. en incluant les contes justement. Et vous avez vu vous pourriez, votre sujet, il est une espèce de transversalité où vous avez l'impression que ça se périodise. Alors dire, ah bah là, il y a une première époque. Le cycle, est-ce que cette espèce de balisage qu'a fait la critique de manière un peu stéréotypée, de dire il y a le cycle pré-Macondo, le cycle post-Macondo, après il y a le cycle de l'amour, puis le cycle politique, etc. Est-ce que vous avez l'impression que la question de la mort, elle suit ces cycles et qu'elle elle aussi, elle s'adapte? Ou est-ce que finalement, ça, c'est vraiment ce qu'il y a d'immuable? Ben, en fait, par rapport à son premier conte, et si je compare avec le dernier roman, ben, je le trouve, le dernier roman, Memoria de mis putas tristes, je trouve en fait que ça se rapproche plus de ce qu'il était à l'époque, c'est-à-dire en fait qu'il était un peu plus, il était proche il est un peu plus vieux en fait, proche de la vieillesse. Donc forcément, la vision est beaucoup plus proche, beaucoup plus, je dirais un peu plus réaliste, non? Parce Mhm. qu'il était plus proche de la mort par rapport à son âge, enfin en théorie. Bien sûr. Ouais, ouais. Alors, vous avez dit à plusieurs reprises en insistant bien, je ne sais pas si c'est purement rhétorique ou parce que vous voulez marteler le truc, son dernier roman, Memorias de mis putas tristes, et vous ne me parlez pas de En verano nos vemos. Donc, vous l'avez lu, vous l'avez pas lu. Moi, alors, je vous dis tout de suite, j'ai pas dépassé les 5 premières pages, je peux pas. L'idée qu'il voulait pas que ce soit publié, à chaque fois que je prenais le livre, j'avais l'impression que c'était sacrilège, quoi. Et donc, pourtant, je me l'étais acheté en avant-première. Ben voilà, voilà. Mais moi aussi, je l'ai. Mais et je l'ai acheté en avance et tout ça pour qu'il me soit livré dès qu'il sortait de l'imprimerie. Bon, vous l'avez lu ou pas? Non, pas encore. Ah, est-ce que c'est pas, ça relève pas de la superstition? Non, en fait, je ne l'ai pas encore lu faute de temps, tout Ah, simplement. alors d'accord. Pour Donc, l'instant, vous pensez que c'est faute de temps? oui, mais c'est Oui. pas par superstition. Ah ben on verra quand vous l'ouvrirez, on verra. Et alors, Netflix, vous avez vu la série ou pas? Non. Alors, superstition, faute de temps, faute d'abonnement. Non, parce qu'en fait, je veux pas être déçu. Ah, et vous pensez que vous serez déçu. Oui. Bon. Alors, si vous, un jour, vous vous décidez, parce que vous finirez par vous décider, est-ce que vous allez vous dire, bon, c'est une autre œuvre, donc ça sert à rien de comparer, ou est-ce que vous allez être comme les puristes, avec le livre d'un côté et votre crayon pour dire, ah voilà, là, ça a changé. Ah là, non, mais n'importe quoi, comment ils ont pu... Non, je pense que je la regarderai comme une série, tout simplement. D'accord. Mm. Bon, bah, le cas échéant, vous me direz ce que vous en avez pensé. D'accord. Quel était votre... vous avez l'impression que vous avez démontré quoi dans cette thèse? Quelle est la thèse de votre thèse?
La thèse de ma thèse. Tiens, on pourrait dire, par exemple, bon, bah, Charlie Damour, sa thèse sur Marquez, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il a apporté à la communauté des Marquésiens? C'est cette idée que, si vous deviez faire Non, une moi je phrase, dirais pardon, surtout sur, c'est surtout une étude psychologique. d'accord. Là, vous pensez que c'est une œuvre qui est psychologisable. Oui, oui, D'accord. oui. Oh, oui. Bon. Mm. Et alors, c'est une psychologie, quoi? Ils sont tous fous, ils sont tous sur des tapis volants. C'est quoi comme type de psychologie? Ben, je dirais tout simplement qu'ils sont humains, D'accord. puisque Gabriel Garcia Marquez s'appuie sur la mentalité populaire Mhm. euh, par rapport qu'il n'y a pas de rupture, en fait, qu'il n'y a pas de fin, en fait, avec la mort n'est pas une fin, tout simplement. Grâce à l'écriture. Oui. Et alors, c'est lequel? Quel est alors j'allais dire roman, mais il y a aussi les recueils de nouvelles. Quelle est votre œuvre de Marquez que vous préférez? Ben, écoutez, j'aime plusieurs. Non, non, J'en aime une. plusieurs. Une. Euh, Vous êtes sur une île déserte, le fameux truc de l'île déserte, il faut en emporter un. Et me dites pas, dans mon Kindle, je prends l'œuvre complète. Non, une. El amor en los tiempos del cólera. Ah, c'est celui-là que vous prenez, vous. Oui, D'accord. Il vous plaît vraiment. oui, C'est parce que l'histoire ça d'amour. parle d'amour. Ah bah, c'est l'amour. Très bien. Bon, alors, est-ce que vous pouvez, alors, vous pouvez parler du rôle qu'a joué votre directeur de thèse, le cas échéant, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres gens qui, alors sur le plan académique ou personnel, ont joué un rôle important pour vous dans cette traversée de la fabrication d'une thèse? Traversée du désert. Oui, il y a deux personnes en fait qui ont joué un rôle essentiel dans la rédaction de la thèse. Je peux citer leur nom? Bien sûr, au contraire, c'est l'occasion de leur Oui. rendre hommage. Donc, Madame Régine Daoulas, mon ancienne enseignante à la faculté, et mon ancien proviseur quand j'étais élève au lycée, Monsieur Claude Mazet, qui ont eu la gentillesse en fait de relire ma thèse et de m'amener à surveiller mon expression. Ah, donc ils ont été importants pour la langue. Oui, pour la langue notamment. Mm. D'accord. Bon, en dehors de la langue, et le cas échéant, vous pouvez nous expliquer en quoi, c'est-à-dire si l'écriture était difficile, etc. Est-ce que vous avez rencontré vraiment des problèmes, que ce soit lié au sujet en lui-même ou bah, des incompétences que vous pouviez avoir à l'époque? On en a tous, hein, quand on est doctorant, c'est à ça que ça sert, la Mm. thèse aussi, hein, prendre à travailler. Et comment vous avez résolu le problème pour dépasser ces écueils, ces impasses, etc. Ben, j'ai surtout eu au début des difficultés à faire un plan face à la multitude en fait d'informations recueillies Mm. et surtout je voulais pas tomber dans l'effet catalogue. Eh oui, Et au départ, ma première partie faisait 300 pages, je crois. aïe. 300 pages. Et justement, euh, Madame Daoulas m'avait demandé de revoir tout cela parce que sinon, c'était trop dense et il fallait surtout analyser, hein. Mm, mm. Oui, puis il faut que les parties soient équilibrées. Donc, qui dit 300 pages dans le un dit une thèse déjà de 900 pages. Voilà. Mhm. Et d'autant plus que au final, elle a quatre parties. Ah oui, donc ça faisait ouais, déjà 1200 pages. Bon. Donc, le plan. Donc, ça a été un problème, le plan. Arriver à concevoir le projet, etc. Le plan, et puis, comme je menais de front, en fait, la recherche et les cours au collège, Mm. et ben, parfois, j'avais du mal je veux dire, à conceptualiser, à conceptualiser, et, euh, et, et parfois, j'étais pas inspiré, donc, il m'est arrivé, par exemple, d'avoir une feuille blanche, Et alors, et de, ça se résout comment le problème de la page blanche?
Vous allez faire un tour, prendre l'air et puis vous revenez, ça revient? Oui, je pense en fait qu'il faut s'arrêter et prendre l'air, quoi, parce que. Mm. Mais je vous avouerai que je me suis arrêté, très peu arrêté, hein, donc c'était quand même pendant 7 ans, et, euh, et je me souviens surtout que je devais me réveiller à 1 heure du matin pour pouvoir la travailler jusqu'à 6 heures avant d'aller au collège de 7 heures à 18 heures. Donc, c'est quand même Mm. assez dense. Non, c'est- Hmm. Et pour l'écriture, bon, en dehors des relectures, voilà, est-ce que vous avez des fois eu des problèmes? Est-ce que vous avez une écriture facile ou au contraire vous écrivez beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis après il faut couper une fois que vous avez dépassé votre problème de page blanche? Ou est-ce que chaque ligne, elle vous coûte? Non, en réalité, je suis très synthétique et j'ai du mal en fait à développer. Ah oui. Du moins, j'avais, puisque bon, j'ai quand même dépassé cela. Et donc, le problème, en fait, c'est ça. C'est je vais droit, je vais droit au but et je développe pas et par peur aussi de me perdre, en fait. Oui, oui, oui. Mm. D'accord. Et est-ce que vous avez, alors vous avez dit que ça a duré 7 ans. Est-ce que vous avez été un doctorant compulsif, enfin obsessionnel? C'est-à-dire, est-ce que vous pensiez à votre thèse tous les jours, enfin la nuit, le jour, vous en avez rêvé, vous parliez que de ça? Ben, en fait, je vivais que pour la thèse. Je me suis mis en quarantaine et, euh, et je ne faisais rien d'autre, en fait. Hmm. Euh, je faisais pas le ménage, je faisais pas à manger. Enfin, c'était que la thèse, en fait, pendant 7 ans. Et vous pensiez qu'à ça? Oui. Hmm. Et je vous dirais qu'après la thèse, on a du mal, en fait, à trouver un rythme normal. Et pendant 1 année, j'étais un peu comme perdu, en fait, et je savais pas quoi faire parce que j'avais déjà pris un rythme de travail et du jour au lendemain, ben, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que on va parler tout à l'heure de la soutenance, mais le lendemain de la soutenance, vous avez eu un choc ou vous aviez oublié que vous aviez soutenu? Non, non, en fait, le lendemain, j'étais dans un état, et le lendemain, et presque pendant 1 année, en fait, j'étais dans un état second. Ah oui, oui. Euh, oui, puisque, en fait, je passais en revue, en fait, toute la soutenance. Ah oui. Oui. Et puis, ça s'était tellement bien passé, voilà, je repassais, en fait, à chaque fois, ce que j'avais vécu, la réaction des gens, du jury, etc. Donc, non, j'ai eu du mal, en fait, à redescendre. Alors. Alors, ben, justement, à propos de soutenance et d'en redescendre ou pas en redescendre, est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les membres qui composaient le jury? Alors, parmi les membres du jury, il y avait le professeur Bernard Lavallée, spécialiste de civilisation et littérature hispano-américaine, qui était le président. Il y avait également le professeur Michel Bertrand, historien et spécialiste des mondes hispano-américains. Il y avait le professeur Bernard Champion de l'Université de La Réunion, anthropologue, et spécialiste des structures psychosociales de l'Afrique traditionnelle. Et enfin, mon directeur de thèse, monsieur le professeur Jean-Pierre Tardieu, spécialiste de la diaspora noire sur l'Amérique latine. Bien. Donc, vous avez dit, ça s'était très bien passé. Donc, j'étais sur mon petit nuage. C'était pas le mot que vous avez employé, mais j'en ai déduit que c'était ça. Alors, Exactement. racontez-nous un peu cette soutenance. Mais en fait, je garde surtout un bon souvenir comme je l'ai dit, hein, de ce jour, euh, même si j'avais rien mangé depuis la veille au soir. Donc, je me souviens que pendant la soutenance, j'avais ramené des choses à manger, à boire, et il y avait des personnes derrière qui n'arrêtaient pas de me dire, mais vas-y, boire quelque chose, etc. Donc, j'ai rien bu, rien mangé jusqu'au soir. Ah, dis donc.
Et je me souviens aussi donc de la présence de ma famille, des proches, des collègues, et aussi des applaudissements en fait qui ont suivi l'annonce des félicitations du jury par le président. Mais il y a une image en fait que je conserve dans ma mémoire. C'est celle en fait de ma mère heureuse, souriante, fière, répondant aux félicitations des personnes présentes. Ça, c'est un beau Et, souvenir. et par solidarité, je me souviens, elle n'avait rien mangé ni bu non plus. Ah bah dis donc, Et pourtant, on a eu un buffet, un très grand buffet avec du champagne. Je crois qu'il y avait plus de 30 bouteilles de champagne. en effet. Et les gens étaient contents et tout, mais ma mère et moi, on n'avait rien mangé ni bu. Voilà, parce qu'en fait, il fallait répondre aux félicitations Bon, mais rien pendant le manger buffet. de plus, ça n'a pas duré pendant toute l'année où que vous avez mis à vous remettre de la thèse. Vous avez fini par remanger. Dès le lendemain, en fait, j'ai mangé les restes. Eh bah oui, du coup. Bon, et dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression, parce que maintenant ça fait plus de 10 ans qu'elle a été soutenue, cette thèse, d'abord, est-ce que vous avez l'impression d'avoir tourné la page? Alors d'accord, j'ai compris que ça avait duré un an, mais enfin bon, est-ce que vous avez l'impression d'avoir, voilà, c'est un peu de l'histoire ancienne, ou bah, elle est encore très présente dans votre vie de chercheur et votre vie d'enseignant? En fait, les deux. Je dirais, j'ai un peu tourné la page, mais elle est toujours présente. Euh, Parce que bah, je m'appuie sur mon corpus pour mes cours, par exemple. Pour mes cours de LVE, bah, souvent, j'étudie des extraits de Gabriel Garcia Marquez. Euh, voilà. Donc, Et ouais, elle en est très même temps, présente. donc elle est très présente et en même temps, vous m'avez dit les deux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une frange de votre rapport avec votre thèse. On personnifie la thèse, hein. C'est voilà, une entité à proprement parler. Et où est-ce que vous avez une prise de distance où vous vous dites, bon, c'est quand même de l'histoire ancienne. Bah, en fait, je me suis orienté un peu, enfin, j'ai orienté ma recherche sur les rapports entre l'humain et la nature, donc je voulais changer un peu. Mm. Euh, donc, laisser un peu de côté la mort Mm. et m'intéresser plutôt à la vie, à la nature, à la forêt. Mm. Donc, voilà, donc c'est très significatif en fait. Il Mm. y en a de la forêt hein, dans Cent ans de solitude. Vous la trouvez comment, cette forêt? La critique l'a qualifié d'édénique, non? Hmm, La forêt, elle est surtout présente au début de Cent ans de solitude, avant la découverte de Macondo. Et en fait, elle me semble euh, impénétrable au début. Mm. Donc, impénétrable, préservée en fait de toute pénétration humaine, et justement avec ce côté idyllique qu'a beaucoup parlé la critique en fait. Que ça se termine pas bien. Non, Et non, pas du tout. la pauvre nature, dévorée par les Américains, les États-Unis. Bon, cette thèse, vous l'avez relue, il y a une espèce de superstition, une de plus, qui fait que vous voulez surtout pas la toucher. Elle est où d'abord, la thèse? La thèse, elle est là. Oui, mais là, vous l'avez sortie pour les besoins de l'affaire ou elle est sur votre bureau en permanence? Elle vous sert pour mettre Ah votre... non, elle est dans ma bibliothèque. J'ai un rayon spécial Garcia Marquez en fait. Ok, Et elle est au centre enfin, les œuvres de Garcia Marquez sont au centre de ma bibliothèque. ok. Et Bon. j'ai des photos de la thèse aussi dans la maison. Mm. Donc, Donc, c'est quand même un objet sacré, quoi, la thèse. oui, très sacré. Quand vous la regardez,
vous avez des espèces de réminiscences en disant, ah oui, tiens, ça me rappelle tel truc. Bah, déjà, la couverture, en fait, je ne sais pas si on la voit. Voilà, lever un peu En plus. fait, beaucoup de bons souvenirs parce qu'en fait, l'illustration, c'est un de mes collègues d'art plastique qui l'a dessiné. D'accord, on voit Ce- quoi? Parce que nous, c'est pas très clair, mais dites-nous, décrivez-nous. En fait, je lui avais demandé de dessiner un châtaignier et je voulais plein de fleurs jaunes. Hein, Et ben, en réminiscence, ben, pour rappeler José Arcadio Buendía, la mort de José Arcadio Buendía avec la pluie de fleurs jaunes. mm, mm, Et je lui avais demandé aussi de mettre des champignons mm. le châtaignier. C'est amusant, ça fait une Voilà. métaphore du doctorant arrimé à son châtaignier qui est la thèse, avec la pluie de Ouais. fleurs jaunes au moment de la soutenance, c'est rigolo. Donc la thèse, c'est voilà, c'est un objet, c'est un peu une espèce de fétichisme de l'objet thèse. Mais alors, bon, oh, très bien, mais est-ce que vous l'avez relu, vous la relisez de temps en temps ou pas? En fait, au départ, je ne voulais pas la relire, mais j'ai dû la relire pour la publication. D'accord. Et alors, ça a été dur? Et oui, parce qu'en fait, je l'ai retravaillé, j'ai tout retravaillé presque, l'expression notamment, et il fallait traduire les citations en français. Ah oui. Vous Donc, n'avez pas récupéré enfin, les citations critiques, parce que sinon, les citations de l'œuvre, vous avez pris les citations des trucs. oui, j'ai pris les citations des traductions, en fait, c'était Ouais, plus facile, plus simple. Et donc, mais j'ai quand même pris une année pour préparer la publication. d'accord. Et il y a de grosses différences entre la version thèse et la version publiée? Ou c'est vraiment juste de la mise en forme, quoi? Et puis Non, c'est la mise en forme et travailler un peu l'expression, mais d'accord. c'est le même contenu, hein. Bon. Et quand vous l'avez relu, ou si aujourd'hui vous arrive de la relire, vous reconnaissez, vous dites, ah oui, c'est bien moi qui ai écrit ces phrases, ou non, mais comment j'ai pu écrire ces phrases, ou je sais pas. C'est exactement ça, comment j'ai pu écrire ces phrases. Donc, ça fait bizarre, en fait. Mais Ah, je est un autre alors. oui, C'est Charlie de maintenant qui lit celui d'avant en se disant, tiens, vous avez pris d'un peu de distance quand même. oui, beaucoup. Mm. Bon, c'est pas plus mal, hein. Vous avez fait des progrès, parce que la thèse, c'est jamais qu'un moment de notre carrière, hein. Donc, bon. Et quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Tout d'abord, en fait, je leur dirais de ne pas choisir un auteur connu. Ah, finalement, non, c'était pas une bonne idée, l'auteur connu. Non, mais en fait, c'est surtout pour terminer la thèse au bout de 3 ans. Voilà, c'est uniquement pour cette raison, en fait. Je trouve que j'ai mis beaucoup trop de temps et c'était en fait par rapport ben, à tout ce qui avait été écrit sur Gabriel Garcia Marquez. J'ai pris quand même 3 ans et demi pour prendre connaissance de tous les travaux, hein, comme je l'ai dit. Mm, Voilà, donc je conseillerais qu'ils ne choisissent pas, de ne pas choisir un auteur connu, à moins qu'ils trouvent un angle d'attaque spécifique mm, peu, peu abordé, quoi. Donc, non. ouais, Et aussi, un autre conseil, qu'ils ne perdent pas de temps, qu'ils participent au colloque, aux journées d'études, afin de préparer éventuellement une éventuelle qualification, ce qui n'est pas non plus facile quand on ne réside pas dans l'Hexagone, mm, mm. Enfin, maintenant, c'est plus simple parce qu'il y a les trucs en visio, mais c'est vrai que, en distanciel. ouais, Mhm. ça, ouais. Et je leur dirai enfin que cela demande beaucoup de sacrifices, mais que c'est une aventure passionnante et qu'on en sort plus fort et plus confiant. Bon, et puis de manger la veille de la soutenance, hein. Oui, mais je pense que c'est indispensable, mais je n'y arrivais pas. Mm. Mm. Euh, Trop de stress, ouais. Bon, alors pour finir, moi j'aimerais bien que vous nous lisiez, mais la version thèse, pas la version publiée s'il y a une variante, la première phrase de votre travail et que vous nous en fassiez un commentaire, c'est-à-dire rétrospectivement,
pourquoi vous vous souvenez, parce que ça se trouve, c'est un peu vague, quel souvenir vous avez du pourquoi, du comment de cette première phrase, et puis qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est la même phrase, hein, donc, Ah, bon, soit dans la version publiée ou la version, papier. la première version. Donc, dans Pas de lettre pour le colonel, face à l'impatience de son visiteur, l'employé du bureau de poste répond que l'unique chose qui arrive à coup sûr, c'est la mort. Ok. Alors, c'est sympathique. Pourquoi ce début? Mais en fait, parce que je trouvais que cette phrase est tombée à point, Mm. comme accroche, déjà introduisait le thème de la mort. Et en fait, elle révèle surtout le bon sens, la sagesse populaire qui semble admettre la mort avec fatalisme. Et, euh, et je trouve que c'est ce genre d'attitude en fait de l'humain face à la mort qui intéresse Gabriel Garcia Marquez. Et là, vous avez l'impression que l'œuvre est illustrative de cette phrase, ou qu'au contraire, elle la contredit? Ah non, je trouve que elle est illustrative de cette phrase. Parce qu'en fait, comme je vous dis, comme j'ai dit, Gabriel Garcia Marquez s'appuie sur la mentalité populaire. Mm. Et ils sont tellement démunis, en fait, qu'ils finissent par accepter la mort. Oui, puis c'est vrai parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus, sur la dimension populaire, il dit toujours, de toute façon, moi, les universitaires, je suis pas sûre qu'ils me comprennent. En revanche, un chauffeur de taxi au fin fond de Barcelone, me comprendra parfaitement, comprendra les références et pourquoi j'écris, etc. Et alors, est-ce qu'il y a une phrase vraiment que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup dans 100 ans, dans 100 ans, dans l'œuvre de Marquez en général, à part celle avec laquelle vous avez attaqué? Vraiment une phrase qui... Alors, je vous dis, évidemment, si je vous dis l'Incipit de Cien años de soledad, vous allez me le réciter par cœur. L'Exquipit, vous allez me le réciter par cœur, mais il y en a une. Moi, je vous dis tout de suite, c'est la fin, la dernière enfin, le dernier paragraphe de Le Général dans son labyrinthe. Vraiment, à chaque fois, j'ai la gorge prise. Bon. Et donc, vous, est-ce qu'il y en a vraiment une qui vous plaît? Ben, en fait, je n'ai pas forcément de phrase, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est la fin de Del amor en los tiempos del cólera. Ah bon, la dernière de El Amor, c'est marrant, je me la rappelle pas du tout. Voyons, vous l'avez là? Lisez-la moi pour que je me souvienne. Donc, avant de lire la dernière phrase, je vais resituer un peu par rapport au contexte. Donc, il y a le capitaine du bateau qui demande à Florentino Ariza, ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Le preguntó. Mm. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. Ouais. C'est vrai J'adore. qu'il a des fins qui claquent, hein. Oui, Ouais, ça vous plaît. beaucoup. Mm. Bon. Eh ben, merci beaucoup, Charlie, pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. C'est moi qui vous remercie.